Parfait, donc ça fait plaisir qu'il y a des personnes qui sont intéressées, Christophe. Ah, tout à fait, ça prouve que notre webinaire intéresse les gens, en tout cas sur les sujets cités. On Tout va à essayer fait. d'y répondre au mieux. Après, on n'a qu'une heure, donc on va faire au mieux pour faire une belle introduction sur tout ce qui est comment gérer la complexité d'une solution IoT en 2022. Donc ça fera une belle introduction, mais oui, on peut pas tout voir de la complexité d'un projet IoT en une heure, mais on va faire notre mieux, Christophe. Disons qu'on va surtout passer les grandes lignes. On va pas effectivement pas rentrer dans le détail qui serait trop complexe, mais en tout cas donner les bases pour être sûr de ne pas faire des choix critiques ou négatifs par la suite. Voilà. Donc faire Hmm, les bons choix dès le départ, c'est l'objectif de ce webinaire. exactement, pouvoir réussir son projet. Donc, on va attendre encore un petit peu pour voir les participants, car ça monte encore. Donc, on voit qu'il y a des gens qui arrivent et c'est pile poil 11 heures. Donc, on a encore quelques minutes pour attendre les personnes. Donc, aujourd'hui, juste pour commencer un petit peu à vous introduire, donc nous allons discuter sur plusieurs briques d'une solution IoT. Et donc, on va vous donner, vous montrer en détail les questions à se poser surtout et les pièges aussi à éviter sur chaque brique. Donc, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. On peut, je pense, déjà commencer un petit peu à introduire la partie plateforme de notre webinaire. Donc, pour ceux qui sont déjà là, donc déjà, bienvenue et merci. Pour la plateforme que nous utilisons aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions sur la partie question chat que vous voyez ici dans votre fenêtre à votre droite. Et donc, on aura un peu de temps à la fin. Donc, on a prévu d'avoir quelques minutes pour répondre à vos questions. Et dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes ces questions, on enverra un mail avec les réponses à tous les participants. Mais n'hésitez pas donc à nous poser toutes vos questions. Ensuite, si cette petite fenêtre vous dérange, vous avez également cette flèche rouge signalée ici par notre flèche blanche. Donc, n'hésitez pas à les cacher pour voir tranquillement notre présentation. Je vais regarder déjà combien on est. C'est parfait. Ça monte encore. Donc, on va attendre encore juste 2 secondes. Voilà. Parfait. Donc, avant de commencer, tout d'abord, on va vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc, on a Christophe Riot et moi-même, Natalia Gallon. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Christophe Riot, directeur général de CRDM Développement et de ses filiales. C'est une société, enfin, une société qui développe les objets IoT, mais également qui développe ses bases de données et qui développe de l'intelligence artificielle. Donc, en fin de compte, on est sur l'ensemble de la chaîne de la conception, fabrication, installation et exploitation de la data pour nos différents clients. Voilà. Parfait. Christophe, déjà, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de t'avoir en tant qu'intervenant. Merci. Donc, moi-même, Natalia Gallon, donc je suis responsable de l'équipe Inbound Sales de la société Matuma. Et donc, ça fait déjà plus de 8 ans que je travaille dans la connectivité machine-to-machine, mais plus spécifiquement sur la connectivité avec la technologie GSM. Donc, Christophe, avant de rentrer dans la complexité d'une solution IoT, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la société CRDM? Alors, la société CRDM est une société assez récente puisqu'elle date de 2012. Elle est spécialisée, comme je venais de le dire, dans la conception et le design d'objets connectés, puis aussi tout ce qui est spécialiste des bases de données et du big data. Nous avons notre siège social à Mérignac. On est actuellement présent dans 3 pays avec donc nos filiales dans ces 3 pays. On a à peu près actuellement, on utilise tous les types d'objets connectés du marché, en passant par des gateways, des objets connectés directs, en lien direct style LoRa Sigfox. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 8000 gateways installés en Europe, en plus des autres objets évidemment.
grâce à nos outils, l'ensemble de nos clients arrivent à facturer à peu près 1 milliard d'euros par an avec nos systèmes de disposition de données. Et on est sur des multifréquences, donc on travaille un peu sur toutes les fréquences du marché. Et surtout, on est également très spécialisé dans les bases de données et le big data. Donc voilà, c'est un ensemble assez complet qui intéresse nos clients, puisqu'en fin de compte, on a une solution clé en main de A à Z, de la conception du projet jusqu'à la quasiment remise de la facturation. Parfait, merci Christophe. Donc on voit bien qu'il y a de belles synergies entre nos deux sociétés. Donc vous plutôt pour la partie donc device, données, donc c'est assez complet. Et nous surtout dans la partie connectivité, car donc Matuma, je vous présente également un petit peu. C'est une société spécialisée dans la connectivité machine to machine, dédiée à la technologie GSM. Donc nous avons la particularité d'avoir des cartes SIM qui vont être multi-opérateurs à niveau mondial. Donc, on peut avoir une connectivité sur plus de 180 pays. C'est aussi l'avantage du GSM, on va dire. Et nous avons surtout une plateforme qui est dédiée pour la gestion de cette connectivité. Et après, on a d'autres solutions, mais qui vont être dédiées et sur mesure selon le projet du client. Donc, on voit bien, Christophe, qu'il y a une belle synergie donc, entre nos deux sociétés. Donc, on peut ensemble, on peut dire, répondre déjà à la plupart de problématiques d'un projet IoT. Donc, ça tombe très bien parce que donc, nous allons voir aujourd'hui sur ces webinaires les 4 briques principales d'un projet IoT. Pourquoi on va voir ces 4 briques? Donc déjà parce que pour garantir le succès d'un projet, donc c'est très important de se poser déjà les bonnes questions et surtout connaître les pièges à éviter sur chaque étape de construction. Pour faciliter, donc dans cette présentation, pour faciliter la compréhension de tout ça, nous avons décidé de vous illustrer ça, de vous présenter ça à travers d'une représentation pyramidale. Donc, on voit ici notre belle pyramide. Et donc, cette pyramide, on peut la lire du haut vers le bas, comme du bas vers le haut. Donc, par exemple, si on prend le sommet de cette pyramide, là, on va d'abord identifier la problématique à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on veut résoudre? Ensuite, on va définir la proposition des valeurs que nous souhaitons créer. Et à partir de là, on va pouvoir donc décider quels sont les types de données que nous avons besoin de récolter, exploiter, et comment on va les faire avec quelle connectivité et quel device. Pour cette présentation, pour avoir une approche qui va être un petit peu plus technique, même si ça va être simple pour qu'on comprenne tous. Donc, on va commencer du bas vers le haut. Donc, on commence avec la partie device, la base de notre pyramide, présentée donc par Christophe. Merci Natalia. Donc le device, en fin de compte, c'est l'objet de départ. On pourrait transposer cette information à une fondation de maison. C'est-à-dire que si d'emblée l'objet IoT est mal défini, on aura des soucis par la suite. Donc c'est quoi un objet IoT pour faire simple? C'est un objet qui va permettre de remonter des informations vers le monde extérieur. Quand je dis vers le monde extérieur, c'est qu'il doit collecter de la donnée pour le pousser un peu plus loin. Cet objet connecté, lui, va pouvoir aussi avoir différentes fonctionnalités basiques ou plus poussées. Donc, est-ce qu'il va déjà faire de la préanalyse dans ses mémoires pour renvoyer des données déjà pré-traitées, ou il va simplement prendre une information et la repousser pour être traité différemment sur d'autres supports. Ces objets-là ont besoin d'une source d'énergie, puisque malheureusement, il faut pousser ces informations vers les réseaux de communication. Donc là, on verra qu'on a différents types d'alimentation, batterie, piles du commerce ou, ou du secteur. Là, nous pouvons voir sur cet exemple que nous avons des objets qui sont connectés à une vanne, tout simplement pour connaître la position de cette vanne. Donc, est-ce que la vanne est ouverte, fermée, semi-ouverte, etc. Et donc, pour l'exploitant de ce réseau, il est important, avant de mettre son réseau en puissance, de savoir ce qui se passe. Et puis surtout, ces objets vont utiliser différents types de canaux de communication.
qui sont du 4G, du LTE-M, du 5G, du LoRa, du Sigfox, etc., sur différents types de fréquences. Donc on voit bien que déjà, l'objet est la pièce principale du système et que ces 4 points-là vont définir un certain nombre de pièges ou à éviter ou en tout cas à faire au mieux pour que l'objet réponde au mieux à l'attente désirée de l'utilisateur final. Alors, pour simplifier, on va reprendre, je dirais, au niveau de l'objet, sa conception. La conception, c'est comme on l'a dit, il doit remonter des informations. Donc, par défaut, c'est ce qu'on appelle un capteur d'une manière généraliste. Donc, le capteur est la partie qui va collecter l'information qu'on doit remonter. Donc là, déjà, il y a un premier écueil à bien vérifier, c'est quel type de capteur, quelles sont les informations qu'il va remonter, sous quelle forme elles doivent être traitées, si ce capteur doit être alimenté ou pas alimenté, etc. Donc déjà, le choix du capteur dès le départ va commencer à donner une première orientation sur l'objet. Ensuite, la deuxième partie, c'est la source d'énergie. On verra que cette source d'énergie est critique parce qu'elle doit permettre à l'objet de rester en place pendant plusieurs mois, plusieurs années sur le site sans être obligé de retourner pour changer cette source d'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la conception de l'objet, on doit vraiment bien définir cette source d'énergie. Ensuite, on a la partie, ce qu'on appelle électronique ou PCB. Donc là, c'est ni plus moins une carte électronique, mais qui a également son importance, car si les composants sont mal positionnés, si les plans de masse ne sont pas bien respectés, l'objet, du coup, perdra de sa performance en radiocommunication. Et puis, la dernière partie de l'objet, c'est ben, justement l'outil qu'il va utiliser pour envoyer ces données, donc les différents modems qu'on pourra trouver ou développer pour transférer les données plus loin sur les serveurs. Donc, on voit bien que déjà, dès la conception de l'objet, on a des points importants à regarder et à valider à n'importe quel moment, puisqu'ils ont automatiquement tous un lien entre eux, même s'ils sont sur le même objet. Un capteur qui surconsomme va vous obliger, par exemple, ou mal adapté, va vous obliger à avoir un pack batterie ou une autre source d'énergie beaucoup plus puissante que prévu. Voilà. Donc, Tout à fait. voilà, Nathalie. Merci Christophe. Tout à fait. Euh, Donc aujourd'hui, lorsqu'une société se pose la question d'un device, elle va avoir en fin de compte trois solutions possibles. Soit elle va acheter ce qu'on appelle un device déjà fabriqué du marché, parce que son besoin est déjà identifié. Et donc dans ce cas-là, pourquoi réinventer l'eau chaude, puisque les produits sont effectivement sur la table avec des solutions. Donc, cette société-là va simplement rechercher le besoin de l'objet et acheter l'objet qui répondra au mieux à son besoin sur le marché. Après, on peut avoir des sociétés qui sont dans un développement intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la capacité d'avoir des bureaux d'études, avec des ingénieurs et qui vont pouvoir commencer à faire de leur propre développement. Alors quand je dis commencer, pourquoi? Parce que très souvent, vous avez une partie qui est critique, qui est la partie modem, qui est relativement complexe à mettre en œuvre, et également la partie design RF. Et donc dans ce cas-là, très souvent, ces sociétés qui ont des tailles intermédiaires vont venir acheter des lots de composants préassemblés en quelque sorte, hein, comme un moteur de voiture. Et puis, ils vont construire leur partie à eux tout autour de ces moteurs déjà préfabriqués. Donc, ça permet d'avoir un objet connecté personnalisé à moitié, on va dire, puisque le mm, moteur étant acheté à l'extérieur. Et puis, le dernier cas, pour les entreprises qui ont besoin de devices très spécifiques par rapport à leur marché, et ben là, on va faire une conception de A à Z, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir construire l'objet en fonction du besoin du client final et de toutes les contraintes que l'objet devra subir, aussi bien au niveau mécanique qu'au niveau de transmission ou de la data. Donc l'avantage de l'objet aujourd'hui, c'est qu'on a toute cette gamme disponible sur le marché et que c'est le client final qui, en fonction de ses ressources, va pouvoir choisir la meilleure des solutions.
Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Christophe. En effet, on voit que, et ça, on va le voir aussi dans les prochaines briques, ça dépend à chaque fois du projet du client. Et on a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Donc, on voit bien que déjà, dans notre base de la pyramide, dans notre première partie, on a de nombreuses critères à prendre en compte, des questions importantes à se poser qui vont également avoir un impact, qui vont conditionner les étapes suivantes. Donc, Christophe, pour toi, pour résumer, nos trois questions à se poser pour la partie device. Alors, la première question du device, c'est de bien définir le besoin de ce device. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter un device pour faire comme ses petits copains de dire j'ai un device aussi. Donc, La le mode. device doit répondre à une attente très spécifique qui doit être parfaitement identifiée. Donc, on doit, avant d'acheter un device ou de le concevoir, bien délimiter toutes les zones de ce produit. Est-ce qu'il doit être étanche? Est-ce qu'il doit être à l'intérieur? Est-ce qu'il doit être à l'extérieur? Etc. Est-ce qu'il doit renvoyer des données fréquentes? Etc. Donc, il faut vraiment définir dans un premier temps la partie mécanique du produit. Ensuite, on va voir que l'information qui doit être remontée doit être traitée de quelle manière. Donc, soit on peut déjà avoir, en exagérant, déjà une connexion et un pré-traitement de la data au sein de l'objet. Hein, donc, c'est-à-dire que l'objet est déjà suffisamment intelligent pour collecter de la donnée, la pré-traiter, la pré-mettre en forme pour ensuite la renvoyer compilée d'une certaine manière. Ou au contraire, c'est un objet beaucoup plus basique qui prend et qui pousse l'information. Donc là aussi, c'est important. C'est aussi important de connaître le volume de données. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes de renvoyer une information par jour que une information toutes les minutes. Donc là, on va voir que ce choix-là de transmission d'informations va également fortement influencer sur l'opérateur, enfin le canal à utiliser pour remonter les données, et également sur la source d'énergie. Et puis, comme je le disais, l'environnement est très important, puisqu'un Mhm. environnement critique ou sévère va venir fatiguer en quelque sorte l'objet mécaniquement. Donc, si on le sait au départ, on mettra en place un certain nombre de paramètres qui vont faire que l'objet répondra parfaitement à son besoin. Si cette partie-là est mal étudiée, l'objet pourra vieillir prématurément et donc avoir d'autres conséquences par la suite dans son fonctionnement. Un exemple, si aujourd'hui je place un objet à Dubaï où il fait 70 degrés à longueur de journée sur l'objet, vous Mhm. doutez bien que toute la partie électronique va souffrir beaucoup plus que si j'ai un objet qui est dans un appartement à 20 degrés et est stable à longueur de journée au niveau de la température et de l'hygrométrie. Donc ces trois questions sont importantes puisque c'est ce qui va définir un peu les bases de l'outil et que si ces bases-là ne sont pas bien identifiées, par défaut, l'objet ne répondra pas à 100% à votre besoin. Tout à fait. Complètement d'accord, Christophe. C'est très important de se poser ces questions. Donc, déjà, merci. Parce que déjà, si on n'a pas choisi les bons devices, on va pas pouvoir peut-être choisir la bonne connectivité non plus. Car évidemment, le device, il doit pouvoir supporter la technologie qu'on souhaite faire par la suite. Donc, Christophe, tu nous as parlé du Things dans le IoT. Moi, maintenant, Mhm. veux vous parler de la I, donc Internet, la connectivité. Euh, pour cette partie-là, donc déjà au niveau de la connectivité, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc nous allons voir déjà que c'est pas toujours évident de choisir quel type de connectivité choisir pour chaque projet. Donc là, on va voir dans le suivant slide les différents types de technologies qui vont nous permettre de connecter un objet Internet. Et on l'a classé en deux catégories. Donc là, je pense qu'il y a un petit décalage entre l'affichage des slides. Voilà, donc là, on a nos différents réseaux. Donc, comme on a dans l'IoT des projets qui vont être très divers, on a beaucoup d'options de connectivité. Donc, il faut se poser également dans cette partie-là, Christophe, les bonnes questions pour pouvoir bien réussir son projet. Donc ici, on va faire juste un résumé de différentes technologies qui sont assez connues déjà. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la plupart. Déjà, donc on les a divisées en deux, le courte et moyenne distance et la longue distance.
Pour la courte distance, nous avons le Bluetooth. Ça, on les connaît tous parce que je pense que c'est une technologie qui a été démocratisée il y a très longtemps, donc dans les années 2000, et c'est une technologie grand public. Donc, je pense qu'on les a tous utilisés. Après, on a les Zigbee. Les Zigbee, c'est un protocole de communication très similaire au Bluetooth, mais qui va être dédié à l'IoT. Après, les Wi-Fi, bon, les Wi-Fi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'introduction. On est tous très familiarisés avec. Il faut juste savoir que c'est une distance qui ne va pas être assez longue comme par exemple les réseaux cellulaires. L'RFID. Donc l'RFID, c'est un mode de connexion qui est un peu particulier parce qu'il est dédié à l'identification. Donc il s'agit d'une puce qui va permettre d'identifier à distance comme on le ferait avec un code barre. Donc c'est un scan qu'on fait pour faire l'identification. Et finalement, nous avons la NFC, donc en anglais Near Field Communication. Et là, donc, là, vous allez voir, je pense qu'on les a tous utilisés également. L'utilisation la plus connue, c'est le paiement sans contact. Voilà pour la partie courte distance. Après, dans la partie longue distance, donc là, on parle de portée, nous avons les réseaux cellulaires. Ça, on les connaît tous également car cette technologie équipe nos portables depuis plus de 30 ans déjà, je pense, oui. Et donc, nous avons des différentes générations, la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Après, nous avons les réseaux LP1 qui, comme par exemple les Zigbee, vont être des réseaux dédiés à l'IoT, à différence des réseaux cellulaires par exemple. Et ici, on a les réseaux non cellulaires. Là, c'est par exemple LoRa et Sigfox. Et les cellulaires, donc là, on a les NB-IoT et les L2M. Tout ça, on va le voir aussi un petit peu plus en détail par la suite. Et finalement, nous avons les satellites. Les satellites, donc, c'est la seule alternative quand c'est un endroit qui est très reculé. Voilà, donc, on voit qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix. Donc, comment on peut faire pour choisir parmi ces options? Donc, il y a pas mal de questions à se poser, mais déjà, on a résumé en 3 critères qui sont fondamentaux pour nous. Donc, déjà, tu as abordé le sujet également dans la partie device, Christophe, et c'est important aussi dans la partie connectivité. C'est pour ça qu'on voit que c'est très lié. Donc déjà, on a la consommation d'énergie. Donc combien d'énergie cette technologie va consommer pour envoyer nos données. Ensuite, on a la bande passante. Là, c'est combien de temps est nécessaire pour envoyer un méga. Et finalement, la portée, comme on a vu tout à l'heure, sur combien de kilomètres ou mètres la connexion reste fiable, voire on a des connexions. D'accord? Donc, c'est 3 critères très importants. Aujourd'hui, il n'y a pas une technologie qui répond 5 sur 5 sur ces 3 points. D'accord? Mais chaque technologie a ses points forts et ses points faibles. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours trouver une solution ou une mix des solutions pour répondre aux problématiques de notre projet. Il faut juste se poser les bonnes questions. Ici, donc par exemple, on voit un tableau qui résume les points forts et les points faibles de nos technologies. Donc les débits, la portée, l'autonomie. Et on voit bien que ça couvre déjà tous nos petits carrés. Longue portée, donc on va pouvoir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir trouver une technologie pour répondre ou voir une mix de technologies. Là, on voit que l'NFC, par exemple, a une portée, un débit très réduit. Donc, c'est évident, on ne va pas l'utiliser pour géolocaliser des camions en Europe, par exemple. Là, on va prioriser voilà, la technologie GSM, les cartes SIM. Après, le Wi-Fi, par exemple, il est très gourmand en consommation de batterie. Donc, tu l'as dit, Christophe, on a des boîtiers qui utilisent comme source d'énergie des piles de commerce. Je pense que ça ne serait pas une bonne idée d'utiliser du coup le Wi-Fi pour ce type de device. Ça ne marcherait pas longtemps. Voilà, exactement. Donc, on a tous compris. Pour résumer un petit peu, donc, on a créé pour vous un tableau. Donc, ces tableaux qui résument un petit peu tous les points faibles, tous les points forts et les spécificités de chaque technologie. Donc, en termes de lecture, donc c'est assez simple. Plus il y a de points, plus c'est avantageux. Donc, Christophe, vu que CRDM développe tout type de projet IoT,
Donc, j'imagine que tu travailles avec la plupart de ces technologies, voire toutes ces technologies qu'on a mis dans ces tableaux. Donc, est-ce que tout ce qu'on a mis dans ces tableaux, c'est quelque chose que tu constates dans la pratique? Oui, effectivement. Donc nous utilisons toutes ces technologies sur ce tableau décrit Mhm. et on revient effectivement, ce tableau est une aide importante pour le choix de l'objet et on revoit toujours que l'analyse de l'objet est très importante. Par exemple, si dans mon développement, je dois renvoyer une instruction par SMS car j'ai besoin d'envoyer une information pour que mon objet se réveille ou autre, vous voyez bien que, par exemple, dans ce cas-là, l'utilisation de Sigfox n'est pas appropriée puisqu'il ne peut pas recevoir de SMS. Deuxième cas, je suis dans un pays où j'ai besoin d'avoir plusieurs réseaux d'opérateurs parce que c'est plus facile pour aller dialoguer avec mon objet. On va voir que dans un autre cas, si c'est un réseau privé, c'est un peu plus délicat. Par contre, à l'inverse, si j'ai besoin d'une information très basique comme l'ouverture d'une porte ou la fermeture d'une porte, et que j'ai besoin de l'autonomie, dans ce cas-là, Sigfox ou LoRa seront Mhm. parfaitement adaptés à la situation. Donc on voit bien que dans ce tableau, les points sont importants et chaque ligne a son importance d'emblée dans le choix de la connectivité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement, en plus de l'étude de l'objet physique, c'est-à-dire les capteurs, les piles, etc., également bien penser à la connectivité future et c'est quelque chose de pas évident pour la simple et bonne raison, c'est que les technologies évoluent relativement rapidement et qu'il faut, dans ce cas-là, au moment du développement, fortement anticiper ces choses-là pour ne pas être bloqué par la suite avec un objet qui ne serait pas suffisamment communicant, si on peut dire, ou mal communicant selon les options qu'on aura choisies. Tout à fait, Christophe. Tu l'as dit. On va pas, par exemple, choisir pour un nouveau projet, un nouveau boîtier de la 2G aujourd'hui. Ça, c'est un Par bon exemple. exemple. Mm. D'accord. Parfait. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de questions. Et donc, Christophe, pour voir plus clair et mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire dans la partie device et connectivité. Donc là, on voit qu'il y a un exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'on voit tout ça d'une façon plus concrète? Voilà, donc aujourd'hui, on a pris un exemple qui va regrouper les différentes problématiques qu'on a vues auparavant, enfin les problématiques ou les questions à se poser. Donc, on est sur l'exemple du suivi de la Banque de France. Donc, cet exemple-là, il est à deux niveaux. L'objectif de l'objet, c'était de remonter une consommation d'énergie, mais également de sécuriser un réseau vapeur afin d'éviter que ou de contrôler que certaines pièces sont bien fonctionnelles. Donc, on voit ici déjà le double objectif de l'objet, c'est remonter de l'information pour faire une facturation, mais également faire une surveillance de l'installation physique pour éviter toute détérioration ou casse. Donc, comme on est sur quelque chose d'important, on avait besoin d'une fréquence de remontée qui était relativement élevée. Donc là, la contrainte, c'était de remonter toutes les 5 minutes. Donc, on voit qu'on rajoute encore une couche dans le design de l'objet. C'est je dois remonter plusieurs informations, mais je dois aussi les remonter très fréquemment. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'une source d'énergie assez importante. Et ensuite, le troisième paramètre que j'avais cité, qui est l'environnement. Là, dans la Banque de France, l'objet est situé à peu près à moins 15 mètres du niveau du sol. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement difficile et critique et en plus sécurisé parce que vous doutez bien qu'on ne rentre pas euh, assez facilement dans ces lieux, que ça nécessite de nombreuses autorisations. Et puis, comme on est sur un bâtiment public et critique, il a fallu rajouter la couche chiffrement ou Hmm. cryptage. Donc là, on a été obligé de sécuriser la chaîne globale, donc depuis l'objet jusqu'à quasiment l'exploitation sur l'informatique. Pour ça, du coup, on a décidé de travailler avec différents opérateurs pour permettre de remonter les informations. Donc, on voit bien qu'on a utilisé à la fois du 4G, du LoRa, du Sigfox. Alors, vous allez me dire, par rapport au tableau précédent, LoRa ou Sigfox, enfin Sigfox et le 4G, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Mais du coup, dans l'analyse du produit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté les informations qui devaient remonter par différents canaux en fonction de leur priorité. Donc là, on voit déjà que juste sur un site, on peut bien visualiser toutes les problématiques qui arrivent et qui peuvent influencer le bon fonctionnement de l'objet ou pas.
Voilà, Natalia. Bon, merci Christophe pour cet exemple, c'est vraiment intéressant. Surtout, il y a le mix des technologies, donc ça c'est excellent, parce qu'il faut le dire aussi qu'il faut savoir les faire, non? C'est pas non plus Effectivement, évident. c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Voilà, il faut avoir l'expertise pour pouvoir les faire. Et tu as aussi donc souligné quelque chose qui pour moi est très important, que j'ai pas mentionné dans la partie connectivité, parce que je pense qu'il faut une question qu'il faut se poser sur toutes les briques de notre pyramide, et c'est le côté sécurité. Donc là, tu nous parles de l'APN privé. Donc nous, côté connectivité chez Matuma, on a cette solution d'APN privé où on va tirer un tunnel VPN dans notre cas IPsec du serveur de l'opérateur jusqu'au serveur du client. Et donc, toutes les informations vont transiter à l'intérieur de ces tunnels de façon sécurisée. Mais on voit bien que là, c'est la partie connectivité de notre pyramide qui est sécurisée. Après, il faut réfléchir aussi à la partie données, qui est très important aussi. Je pense que tu nous diras un petit peu plus après. Et Oui. également la partie device. Donc, c'est un très bon exemple. Christophe, merci beaucoup. Et c'est surtout qu'on s'est posé les bonnes questions du début. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait la réussite du projet. Donc, on l'a fait pour la partie device. On va les faire pour la partie connectivité. Donc, Christophe, pour toi, les trois questions, un résumé assez posé pour la partie connectivité. Bon, en fin de compte, la connectivité, comme on vient de voir avec l'exemple ci-dessus, c'est-à-dire la première chose, ça va être la fréquence du volume de données, la taille des données, et si ces données doivent être sécurisées. Donc en un mot, vous doutez bien que si je dois remonter une information par jour, ce n'est pas les mêmes contraintes que si je dois remonter une information toutes les minutes. Donc cette partie-là est très importante, en sachant, comme on l'a vu dans l'exemple, je peux avoir différents types de facteurs qui peuvent remonter à des informations différentes dans le temps. Par exemple, je peux renvoyer juste une information de bon fonctionnement de mon device une fois par jour, c'est nettement suffisant. Comme par exemple, avoir besoin d'une connectivité hyper sécurisée pour des alertes critiques. Donc, il faut bien se poser la question au moment où on va fabriquer son device, quel volume de data il va traiter par jour, montant et descendant. Donc, Hmm. ça, on le verra aussi. Ensuite, c'est la criticité de mon objet qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, si je mets une sonde de température dehors, je suis sur une criticité faible, voire nulle, parce que même si l'objet me donne pas la température tout à fait exacte, même si j'ai pas accès à l'information, au pire, c'est pas bien grave, ceci ne m'empêchera pas de sortir du bureau. Par contre, si ce même capteur de température, je le mets dans un frigo pour surveiller mon alimentation et que cet objet se décale de quelques degrés en plus ou en moins, ou n'arrive pas à remonter les informations correctement, là, on est déjà sur une criticité moyenne, puisque on risque soit une petite intoxication alimentaire, ou au pire de jeter l'ensemble de la marchandise. Et puis toujours, si ce même objet, je le passe sur des températures ultra négatives, comme pour les vaccins Covid, bah là, on va s'apercevoir que si j'ai pas une précision dans le comptage et que si mon objet n'arrive pas à me signaler une alerte que je suis passé sur des valeurs positives, les conséquences seront beaucoup plus graves, puisque là, je serai obligé de détruire des lots entiers de produits, voire d'avoir un risque de toxicité chez l'individu. Donc, il faut bien se poser cette question lorsqu'on design un objet, c'est comment il doit communiquer, à quelle vitesse, quelle fréquence, et surtout la fiabilité du canal. Et puis, la dernière question à se poser, c'est est-ce que mon objet doit être montant ou descendant? Effectivement, si j'ai que des informations que je pousse de l'extérieur vers mes serveurs, c'est un choix facile. Par contre, si l'objet doit à un moment recevoir des instructions, il faut également voir tous ces canaux-là, les valider dans leur fiabilité dans le temps et surtout dans le délai de réactivité de la communication. Tout à fait, Christophe, complètement d'accord. Donc, tu l'as très bien résumé. Et tu as encore souligné un point qui est très important. J'ai beaucoup aimé la partie criticité, parce que ça, c'est quelque chose que, niveau connectivité, on est confronté tous les jours parce que dans l'IoT, il y a beaucoup de projets, comme tu as donné déjà des exemples, avec une criticité des informations remontées qui va être très important.
D'où le succès, on va dire, de nos cartes multi-opérateurs où, dans ce type de cas, on a vraiment besoin d'avoir une continuité de service. Donc, il faut réduire les chances, on va dire, d'avoir une coupure dans chaque étape de la pyramide. Donc, côté connectivité, c'est vrai que c'est pratique d'avoir également des backups. Donc là, une carte qui va être connectée SFR, Orange, Bouygues, donc en cas de coupure d'Orange. Donc, il y a d'autres alternatives. Donc, ça, on le fait pour la partie serveur dans les données, mais c'est important aussi parfois de les faire dans la partie connectivité. Donc, merci beaucoup Christophe pour cette résumé. Donc, on arrive déjà au sommet de notre pyramide. Donc, la data et la valeur. Donc, ces deux briques sont très liées parce que les données connectées vont nous donner la valeur. Donc, on a vu tout à l'heure, il faut d'abord se dire quelle valeur on veut créer, quelles données on va devoir remonter et comment on va les faire avec quelle connectivité et quel device. Et finalement, c'est tout ça qui va nous créer de la valeur, mais il faut savoir pouvoir exploiter les données. Donc, est-ce que Christophe, tu peux nous expliquer ce dernière brique de notre pyramide? Donc la donnée au final va arriver sur un lieu de stockage. Donc nous avons la possibilité de faire un lieu de stockage local. Par exemple, dans le cas d'un milieu industriel, pour des raisons pratiques, puisque toutes les équipes sont sur place et ils peuvent exploiter la donnée directement localement. Pour des raisons de sécurité, parce que on est dans un domaine de la défense, par exemple, et les données ne peuvent pas être véhiculées via des canaux standards. Donc là, ça implique effectivement une obligation d'avoir un réseau local. Ensuite, on a le lieu de stockage externe, en quelque sorte, c'est bon, déporté ou le cloud. Donc là, on rentre plus dans du standard où l'objet va communiquer sur des supports externes. Ce qu'il faut se poser la question sur le lieu de stockage et que vos clients vous poseront, c'est la pertinence de l'environnement où vous allez stocker vos données. Vous avez certains pays ou certains clients qui vous imposent que les données soient stockées dans leur pays. Donc ça, c'est aussi des paramètres à tenir en compte par la suite. Alors, le volume de stockage. Le volume de stockage, lui, il va dépendre, comme on l'a vu depuis le début, euh, premièrement du nombre d'objets que vous avez à gérer. Vous doutez bien que plus vous avez des objets, plus vous êtes amené à avoir un gros volume de stockage. Vous allez aussi être amené à calculer le nombre d'écritures que vous allez faire sur ces serveurs chaque jour ou chaque minute ou chaque seconde. Donc, vous voyez bien aussi dans votre design de l'objet qu'un objet qui envoie des données toutes les minutes ne va pas écrire de la même manière sur un serveur que s'il envoie une fois par jour. Et aussi par rapport à la taille. Donc, ceci, par exemple, va impacter sur la performance des serveurs. Donc, aujourd'hui, nous relevons à peu près 21 millions de données par jour. Donc, ça veut dire que les serveurs doivent être, les serveurs, parce qu'il y a de la redondance, doivent être suffisamment performants pour recevoir l'information en temps réel, mais également être accessible dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'utilisateur final ne doit pas attendre pendant 15 secondes que l'information s'affiche. Donc là, on a déjà des importances au niveau de la performance du serveur. Et puis le dernier point qui est le plus important, c'est l'organisation et le tri de la data, puisque là, on va déjà pré-préparer la valeur ajoutée du produit. Donc, c'est-à-dire que sur ce serveur, on doit avoir aussi des capacités de traitement importantes pour préfiltrer les informations, les trier, en détruire certaines qui sont remontées pas automatiquement nécessaires, etc. Donc là aussi, on voit bien que pour que l'ensemble de la chaîne fonctionne bien, il faut également bien dimensionner ces serveurs avec toutes les contraintes de sécurité, de redondance. Par exemple, le dernier incident d'OVH l'année dernière a prouvé qu'avoir un serveur sans des backups, sans des sauvegardes sur d'autres endroits et d'autres adresses peuvent être catastrophiques, puisqu'aujourd'hui, vous avez encore une bonne partie des clients OVH qui ont tout perdu. Donc le serveur n'est pas une fin en soi et il faut bien étudier toutes les solutions afin de sauvegarder l'information le plus longtemps possible et d'une manière la plus fiable. Voilà.
Tout à fait, Christophe. Donc là, on voit un peu le lien aussi. Ce que j'ai dit, c'est dans la partie connectivité. C'est important aussi d'avoir la sécurité et la redondance. Donc, tu l'as dit bien dans notre brique valeur et data. Parfait. Alors ici, on va prendre deux exemples de remontée de data pour visualiser un peu ce qu'on peut faire avec de la data. Donc à gauche, vous avez ce que j'appelle de la remontée data basique. C'est ni plus ni moins un suivi de consommation d'eau dans un appartement en région parisienne de tête. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est simplement l'outil de facturation. Donc on voit simplement une consommation journalière. Simplement, cette consommation journalière n'a pas besoin d'un traitement spécifique. Elle sert juste à faire une facture. La seule chose qu'on pourrait visualiser en voyant ce graphe, c'est qu'on peut se douter que c'est certainement un couple qui habite dans cet appartement déjà par le profil de sa consommation et que c'est un couple âgé et pas spécialement des jeunes. Donc, on commence déjà à mettre en place, si on veut, l'intelligence artificielle. Et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle un début d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'objectif ici des algorithmes mis en place, c'est de projeter une future consommation des individus ou du capteur, ça dépend de ce qu'on recherche, pour soit anticiper une facturation, soit anticiper un vieillissement du produit, etc. Donc là, on voit qu'on a différents niveaux d'algorithmes qui vont nous faire une projection dans le futur et qu'en fonction des algorithmes utilisés, on va voir les écarts qui vont être générés par rapport à la réalité. Donc, dans cet exemple, on s'aperçoit que nos meilleurs calculs d'algorithmes est à 3 semaines, où on est à moins de 1% de projection par rapport à la réalité. Donc ça peut être intéressant dans certains pays qui font de la préfacturation parce que les gens n'ont pas la capacité de payer une facture en fin d'année et c'est trop cher. Donc ça permet de deux choses, soit de les prévenir d'un écart de consommation ou déjà de les prévenir qu'ils peuvent se préparer à payer telle somme. Donc l'avantage de cet outil, ça va permettre d'éviter toutes les erreurs de facturation prédéfinies, parce que très souvent les opérateurs calculent une somme, mais ils se trompent souvent. Donc ça implique des avoirs ou des correctifs. Alors que là, quand on a une erreur de moins de 1%, ni le client ni l'exploitant va aller se battre pour 1% d'erreur. Donc là, on commence à voir le début de l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, l'objet est fait pour commencer à aider l'exploitant à gérer au mieux son parc ou ses objets. Voilà. Oui, c'est très intéressant, Christophe, que tu nous parles de ça, parce que donc déjà, ça nous montre vraiment la valeur ajoutée des projets IoT, mais aussi donc ce type de cas d'usage où il y a un focus sur tout ce qui est optimisation des opérations, par exemple, ou des assets, notamment grâce à l'intelligence artificielle, comme tu nous as expliqué ici, vont augmenter et seront tendance en 2022. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans un rapport qui d'ailleurs est très intéressant. Donc les 6 tendances IoT 2022, donc on les mettra dans le support de cette présentation qui va être envoyée à la fin. Parce que donc, en même temps, c'est pas une surprise, Christophe, dans le sens où ce type de cas, on voit bien l'intérêt, on voit bien la valeur. Donc, ils sont un retour sur l'investissement qui est très intéressant. Et d'ailleurs, sur ces mêmes rapports, on voit qu'il y a 47, je pense c'était, oui, 97% des sociétés qui ont instauré ce type de solution ont déjà reporté un ROI positif. Donc, on voit bien l'intérêt, donc la valeur concrète. Parfois, c'est pas que pour des clients dans une société, mais même pour les optimisations, on va gagner aussi en termes d'argent, on va dire. Donc, merci pour cet exemple très, très, très intéressant et très d'actualité. Maintenant, si on retourne sur notre cas d'usage de la Banque de France, sur la partie valeur, qu'est-ce que tu pourras nous dire? Ouais, là, sur la partie valeur, on va pouvoir, ici surtout, on n'est pas sur une valeur financière, mais on va être sur une valeur anticipative d'incident. Donc l'objectif, c'est qu'un réseau vapeur est quelque chose de relativement, entre guillemets, dangereux à exploiter. D'ailleurs, si vous avez le temps, vous tapez explosion réseau vapeur sur Internet, vous verrez les dégâts que ça
faire. Et donc là, on est sur de l'anticipation d'anomalies du fonctionnement du réseau. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer tout le pilotage de ce réseau par radio et donc de voir les températures maxi, les températures mini, s'il y a des alarmes qui se sont activées. On a effectivement des différents types d'alarmes critiques ou pas critiques. Par exemple, un purgeur qui ne fonctionne pas va être effectivement très critique. Mais on a également ici la mixité de nos communications, puisqu'on voit qu'on va remonter par différents canaux différentes informations, soit de validation de mon fonctionnement, soit d'une partie de la data ou de la totalité de la data. Autre chose qui est aussi important, c'est les sources d'énergie. On est une des rares sociétés en France à pouvoir travailler avec du peltier, c'est-à-dire qu'on génère notre propre énergie en fonction d'une différence de température. Donc, ça veut dire que les objets connectés arrivent à extraire du monde extérieur l'énergie pour pouvoir communiquer vers le monde extérieur. Donc là, on a mis une batterie par secours, mais en fin de compte, 99% du temps, c'est le pelletier qui va nous fournir la source d'énergie principale. Donc l'avantage, c'est que là, on se retrouve avec un produit qui est quasiment autonome dans le temps au niveau fonctionnement. Donc on voit ici que la valeur ajoutée sur cet exemple, c'est la criticité du bon fonctionnement du système pour éviter des risques mortels, puisque si pour une raison X, le réseau explose, vous pouvez avoir des gens blessés dans la rue ou vice-versa, si une anomalie se détecte, que les gens qui vont intervenir sur le site prennent les protections nécessaires. En plus, on voit également sur cet exemple qu'on est dans des environnements relativement critiques, puisque la température moyenne de ces ouvrages sont de l'ordre de 60 degrés. Donc là, on revient vers la case du début, le début de la pyramide. C'est que si d'emblée l'outil n'est pas bien étudié, eh ben, on verra que certains composants vont vieillir plus rapidement ou plus précocement parce que cette fonction-là n'a pas été intégrée dès le départ. Donc c'est pour ça qu'on revient sur cette dynamique que si dès le début le cahier des charges du device est mal fait, l'exploitation de la valeur ajoutée sera moins performante que prévu. Parfait. Voilà. Merci. Merci Christophe. Cet exemple, c'est vrai que je pense qu'il illustre toutes nos briques. Donc c'est très bien. Il est assez complexe et c'est aussi un projet réussi. Donc ça fait plaisir de voir ce type d'exemple. Donc on arrive à la fin de notre partie valeur data. On l'a fait pour les devices, la connectivité. Maintenant, pour finaliser, les questions absolument se poser pour la partie data et valeur. Alors, en fin de compte, ben, vous voyez que toujours on revient sur les données, c'est la Mm, fréquence de remontée des données. C'est-à-dire que plus on a de la data, plus on va pouvoir l'exploiter avec de l'intelligence artificielle. C'est en fin de compte le volume de data qui va permettre de travailler. Alors, on a différentes manières de travailler, soit avec de l'intelligence je dirais, pré-guidée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va donner des objectifs pour qu'elle aille rechercher des points spécifiques ou en parfaite autonomie, c'est-à-dire que le système va essayer de détecter des anomalies dans le remontée de data. Donc, après, il ne faut pas se focaliser que sur l'intelligence artificielle. Ça ne sert à rien de faire de l'intelligence artificielle sur la température extérieure mm. si on n'est pas agriculteur ou si on n'a pas besoin de ces informations-là dans un domaine très particulier. Par exemple, si on fait du composite, on sait que la température extérieure est importante à cause de l'hygrométrie de la température qui doit répondre à certaines plages en fonction des produits. Et puis la dernière chose qu'il faut bien regarder, c'est qui va exploiter les données, puisque en fonction de la personne qui va traiter les données, on va plus ou moins adapter les outils de rendu et donc leur faciliter la vie du traitement de l'information et de l'anticipation des actions à mener dans le futur. Voilà. Parfait, oui, très bien résumé. Merci Christophe. En effet, je pense que c'est toi qui l'as dit quand on discutait cette semaine. On connecte pas des objets pour connecter des objets. Et là aussi, on fait pas l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. Voilà, il y a toujours un but, il y a une valeur à créer, il y a une problématique à répondre. Donc, merci pour cette résumé. Donc, on a déjà toutes nos questions à se poser. Après, il y a d'autres, évidemment, ça dépend du projet. Vous l'avez compris, chaque projet est différent et nécessite
un suivi sur mesure, on va dire. Mais déjà, on a un bon résumé des questions à se poser sur chaque brique de notre pyramide. Et donc, on a vu en conclusion donc l'importance de chaque brique parce qu'il y a quand même une interdépendance entre chaque étape de notre pyramide. On ne peut pas créer de la valeur si on n'a pas les bonnes données, et aussi si on ne sait pas exploiter ces données correctement. Et on ne peut pas avoir ces données si on n'a pas la bonne connectivité et les bons devices. Donc, c'est très important de se poser les bonnes questions sur chaque brique et faire des appels aux experts dans chaque brique parce qu'on a vu que chaque brique, même si on se pose des questions très similaires, il y a à chaque fois une réponse dédiée par étape. C'est un très bon résumé. Voilà, Christophe. Donc, on arrive à notre dernière partie des questions. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés après notre introduction sur la plateforme. Donc, déjà, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes intéressées sur ces sujets-là. Donc, je vois comme on est au niveau timing. Donc, on a encore 10 minutes, Christophe. Donc, on va regarder les questions. Donc, pour les personnes qui sont arrivées après, donc, vous pouvez poser vos questions sur la partie donc questions et chat. Donc, n'hésitez pas. On n'aura pas le temps de tout répondre. Donc, on enverra un mail avec donc déjà les rapports, le replay de ces webinaires, quelques supports et on vous enverra également les réponses à vos questions par mail si on n'arrive pas à tout répondre. Donc, on va choisir quelques questions. Christophe, je pense que toi, tu as accès également. Non, j'en ai Non? certaines, ça s'affiche pas chez moi malheureusement. D'accord, ok. Donc, je veux, si ça te va, choisir quelques questions s'ils sont pour toi et te les D'accord. poser. Alors, on regarde. On a déjà pas mal de questions. Donc, le temps que j'ai choisi, là, on va voir après. Euh, Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est bien. On voit aussi des commentaires. Alors, on a une première question. Je pense, Christophe, celle-là, c'est plutôt pour la connectivité. Donc, Oui. comment fonctionnent les cartes SIM multi-opérateurs? Est-ce qu'un opérateur est forcé par défaut? Alors, Alors, si oui, tu veux les réponses. Après, voilà, si tu veux, comme c'est la partie connectivité, moi, je peux parler côté main to main. Après, tu pourras nous d'accord, dire vas-y, un petit peu plus vas-y, dans ton expérience, sur un retour d'expérience. ça Donc, marche. déjà, nous, chez Matoma, par exemple, on a des cartes SIM qu'on appelle agnostiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas des réseaux préférentiels. C'est vrai qu'il y a d'autres types de cartes SIM qui peuvent être appelés multi-opérateurs, mais il va avoir un réseau préférentiel. Donc, par exemple, où ça va avoir l'option de se connecter sur SFR, Orange et Bouygues, mais ça va toujours se connecter sur SFR, par exemple, selon le type de carte SIM. Donc, nous, on n'a que les cartes agnostiques. Ça veut dire que c'est le boîtier qui va choisir les meilleurs réseaux disponibles et qui va switcher en cas de coupure, par exemple. Donc, Christophe, est-ce que tu veux nous dire Alors, sur ce point-là, il est aussi également possible, et donc ça fait partie là de l'ascendant-descendant, de hmm, définir ou d'obliger l'objet à communiquer sur un opérateur prioritaire. Par exemple, si on s'aperçoit que dans tel arrondissement de la ville, cet opérateur est plus présent qu'un autre, effectivement, on va peut-être demander à l'objet de rester sur cet opérateur prioritaire. Et c'est seulement si, au bout de X tentatives, il n'arrive pas à se connecter, qu'il va faire une nouvelle recherche pour prendre un opérateur autre. Donc oui, il est possible dans certains cas de forcer un opérateur par défaut. tout à fait, oui. Et donc ça, c'est très important que tu le dises, Christophe, parce que les cartes vont avoir des options, mais après, c'est le device qui va faire les choix également. Donc ça, c'est quelque chose, parfois, les personnes, ils pensent qu'une carte SIM, une carte peut rien faire sans le device, et le device, il peut rien faire sans se connecter à Internet. Donc c'est très lié. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais choisir une deuxième. Alors, je pour moi tout main. Alors, quel est le coût
là c'est marqué pour Matouma, quel est le coût du passage en APN privé? Alors, comme on a expliqué, les projets sont à chaque fois, il faut quand même qualifier les projets pour pouvoir donner un coût, on va dire. Donc, il n'y a pas tous les projets qui sont pareils. Donc, nous avons des offres qui vont être sûres, mais sûres. Dans tous les cas, à la fin de cette présentation, vous aurez les coordonnées des Matouma des CRDM. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des questions, besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. Là, on l'aura. Donc, pour cette question-là, je préfère de me contacter et on peut faire un point. Je pourrais qualifier le projet et vous dire un petit peu plus. Alors, maintenant, pour CRDM, comment optimiser les performances de l'objet, Christophe? Alors, les performances de l'objet vont être optimisées au départ par le design de l'objet. C'est là où c'est très important. Pour optimiser un objet, on va voir que chaque composant électronique a son importance. Donc c'est là où l'ingénierie rentre, puisque vous devez, lorsque vous allez concevoir votre objet, bien étudier les composants entre eux pour voir l'interactivité des composants, voir leur remplacement également sur le PCB, parce que si les composants sont mal positionnés, ils peuvent également avoir un problème de rayonnement et interférer avec l'antenne. Vous avez des plans de masse à respecter, donc on voit que c'est relativement complexe et que chaque composant a son rôle. Soit par rapport à une consommation, vous pouvez faire un très bel objet, mais vous avez au milieu de la chaîne un composant qui surconsomme et dans ce cas-là, tout tombe par terre. Vous pouvez avoir des plans de masse qui sont mal étudiés et donc dans ce cas-là, ça ne marche pas bien. Vous avez aussi le risque, c'est quand vous créez votre liste de composants, de remplacer un composant par un autre fabricant qui ressemble fortement au composant initial choisi, mais qui a des performances un peu différentes. Donc, c'est-à-dire pour optimiser l'objet et sa performance, c'est un ensemble global, donc du positionnement des composants sur le PCB, des plans de masse et du design de l'antenne. Et aussi de l'autonomie et de la batterie, puisqu'il faut pouvoir alimenter tout ça d'une manière relativement constante et fiable. Donc, c'est un ensemble global, c'est pas simplement juste changer une antenne ou juste changer un composant, c'est l'ensemble. C'est pour ça que au début de la présentation, le design de l'objet et son emplacement est prioritaire, puisque ça va définir aussi la performance de l'objet. Parfait. Donc, on a beaucoup de questions. On va pas avoir le temps de tout répondre, mais on a encore quelques minutes. Donc, Christophe, ici, on a une autre question. On voit fleurir des plateformes IoT ou IIoT venant de fournisseurs divers. Où les placez-vous dans votre pyramide? Alors, elle va être au niveau, je dirais, si tu peux me remettre juste la pyramide en photo. Ça va être surtout au niveau, je pense, au niveau de la data, Data. puisque c'est principalement là qu'il faut préexploiter l'information. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a aussi des plateformes. Donc, nous, au niveau de la connectivité, on a une plateforme. D'accord? Oui, Donc, c'est pour ça que je il y a mets des... entre data et Oui. connectivité. En fin de compte, elle est sur la Mais frontière des. voilà, mais après, je pense que tu as raison, Christophe, là où il faut vraiment, donc également une plateforme, et je pense que c'est plutôt la question de Yannick, c'est le côté valeur. Donc, comment on va faire pour exploiter ces données, pour créer de la valeur. Donc, oui, voilà, ça va être plutôt dans la partie data. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des plateformes pour gérer la partie connectivité. Oui. Alors, on a encore le temps pour d'autres questions, j'espère, parce qu'il y a des questions assez intéressantes. Donc, est-ce que le nombre de devices avec un module eSIM va s'intensifier en 2022? Alors, l'eSIM est une autre technologie de transmission. Ça va dépendre effectivement de l'environnement dans lequel le module va se positionner. Euh, pour donner un exemple, si vous prenez en centre-ville, vous mettez des modules eSIM dans tout un immeuble, vous aurez plus peut-être de problèmes de connectivité
que si vous mettez une eSIM dans un milieu rural. Pourquoi? Parce que effectivement, les opérateurs vont avoir une forte saturation de la communication et dans ce cas-là, il sera peut-être plus difficile d'accrocher le réseau. Donc l'eSIM est plus un moyen de communiquer d'une manière indépendante pour l'objet, puisque c'est l'objet qui communique directement sans passer par d'autres canaux. L'avantage de simplement de l'eSIM, c'est que ça évite beaucoup de pièces mobiles, comme la carte SIM en elle-même, et donc d'avoir un support, etc. Tout à fait. Donc oui, le eSIM risque de se développer relativement dans les années à venir. Hmm. On arrive à la fin, mais je pense qu'on peut répondre à cette dernière question parce qu'on l'a dit dans notre tableau, donc c'est important de l'expliquer. Donc il y a Bruno qui nous demande, pouvez-vous expliquer les termes handover? Donc je pense que c'est parce qu'on l'a mis dans notre tableau. Donc nous, ce qu'on veut dire par les handover, c'est quand il y a par exemple un device en mouvement. D'accord? Donc, cette connectivité, il va pouvoir gérer les handovers. Donc, par exemple, quand vous êtes dans votre train, dans un train, avec votre téléphone portable, même si l'écran il va très vite, même si vous êtes en TGV, vous avez encore votre connexion 4G. Donc, s'il y a des couvertures. Donc, c'est ça la gestion du handover. Après, il y a d'autres technologies qui vont pas être si performantes en mouvement. Donc là, c'est pour ça qu'on a mis la gestion du handover. C'est très bien fait par tout ce qui est réseau cellulaire, par exemple. Donc malheureusement, on est dans le temps, on va respecter nos timings. Donc on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On voit déjà qu'on nous dit merci, quelques commentaires. Donc merci beaucoup à toutes les personnes donc, qui nous ont écoutés pendant cette Voilà. heure, Christophe. Euh, donc, comme je vous ai dit, on va vous envoyer les réponses par mail également. Donc comme ça, on aurait pu répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, je pense que dans le dernier slide, on a nos coordonnées ou les coordonnées de la société. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez discuter un petit peu plus sur tout ce qui est votre projet, on serait ravis, je pense, Christophe ou moi, ou Matouma au CRDM, de discuter plus en détail. Donc, merci à toi également, Christophe. C'était vraiment un plaisir Ben, de. merci à tous les participants de nous avoir écoutés pendant cette heure. Et Voilà, donc merci à toi également. je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite donc à tous une excellente journée. Au Également, merci. revoir, au revoir Au revoir. Christophe. Au revoir.